En décembre 2025, un objet céleste a traversé le système solaire selon une trajectoire inhabituelle. La comète 3I Atlas a rapidement suscité de nombreuses interprétations, certaines scientifiques, d'autres beaucoup plus spéculatives. Dans un monde où l'information circule plus vite que la compréhension, comment distinguer ce que la science sait réellement de ce que nous projetons sur l'inconnu? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la comète 3I Atlas est et surtout de ce qu'elle n'est pas. Mon invité aujourd'hui est le docteur Mirel Berlan, directeur de l'Institut astronomique de l'Académie roumaine, astronome-chercheur du CNRS Observatoire de Paris, en détachement en Roumanie. Dans cet épisode de Highway to Space, nous allons revenir aux faits, aux observations et à la méthode scientifique. Docteur Berlan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et je réponds favorablement et d'une manière très enthousiaste à votre invitation. Merci. Entrons directement dans le sujet. Pour commencer, très simplement, qu'est-ce que la comète 3I Atlas du point de vue scientifique? La comète 3I Atlas, c'est un objet céleste. C'est un objet qui a été découvert le mois de juillet 2025 au sud, dans l'hémisphère sud, au Chili plus précisément, et qui a été suivi au cours des prochains mois, juillet, août. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que c'est un objet qui a des positions permettant de déterminer une orbite dont nous appelons une orbite hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un objet sur telle orbite, un objet qui bouge sur ce type d'orbite, n'est pas un objet qui est issu de la formation du système solaire. C'est un visiteur de notre système solaire. Hmm. Et qu'est-ce qui la distingue d'autres comètes connues? La plupart des comètes que nous connaissons ont des orbites qui sont plutôt des ellipses. Vous imaginez un cercle que nous déformons. Et donc, une ellipse, c'est un cercle déformé. C'est un cercle allongé. La plupart des comètes qu'on connaît, elles sont en fait les comètes de la famille de Jupiter. C'est-à-dire que le champ gravitationnel de la planète Jupiter permet de sculpter, d'orienter leur orbite. Le champ gravitationnel du Soleil et le champ gravitationnel de la planète Jupiter. Il y a des comètes également qui ont des orbites qui sont paraboliques, donc c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le système solaire une fois. Et donc ce type d'orbite nous montre qu'en fait, la comète en question a été formée très très loin par une anomalie gravitationnelle, parce qu'un objet qui est voyageur passe à côté d'elle. Cette comète va se diriger vers le système solaire interne. Elle va être sous l'influence du Soleil, du champ gravitationnel du Soleil, et donc elle va faire juste un passage. Et enfin, il y a des orbites qui sont juste des visiteurs, qui sont des comètes sur des orbites hyperboliques. Et ce type de comètes sur des orbites hyperboliques sont caractérisées par des vitesses à l'infini, ce qu'on appelle vitesse à l'infini, par des vitesses
qui sont extrêmement importantes, de l'ordre de 0,01 la vitesse de la lumière. Dans le cas de la comète 3I Atlas, la vitesse à l'infini est 58 km par seconde. La vitesse avec laquelle elle passe à côté du Soleil, il faut prendre avec des pincettes la notion de passage à côté du Soleil, parce que c'est des millions et des millions, des centaines de millions de kilomètres. La vitesse proche du Soleil, parce qu'elle est accélérée au moment où elle passe à côté du Soleil, est de l'ordre de 60-70 km par seconde, plus précisément 68 km par seconde. Vous mentionnez les trajectoires, et c'est très intéressant, des comètes en général. Il paraît, enfin, on a parlé de la trajectoire de cette comète en particulier, la 3I Atlas, comme étant une trajectoire atypique. En astronomie, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous en tant qu'astronome? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui est une trajectoire atypique? Est-ce que ça existe vraiment? Je voudrais commencer par un préambule. Donc, pourquoi la comète s'appelle 3I Atlas? Chacun de ces trois notions a une signification. Numéro 3, c'est que c'est le troisième objet de ce type, c'est-à-dire sur des orbites hyperboliques qui a été identifié. I, ça vient de Interstellar. Oui. Et Atlas, ça vient de l'instrument avec lequel cette comète a été observée la première fois. Donc, Le télescope. le télescope utilisé s'appelait Atlas. Atlas, voilà, Parfait. ça fait partie d'un réseau de télescopes, en fait, qui Oui. scrutent le ciel. Et il y a l'un des télescopes au Chili, l'autre télescope, par exemple, au Hawaï. Donc, il y a aussi une idée de mettre un système de télescope aussi dans les îles Canaries, Atlas. Pourquoi? Parce qu'on est intéressé par la voûte céleste et qu'on a toujours des choses à découvrir. Voilà. Maintenant, je parlais du fait que c'est le troisième objet. En fait, les deux autres objets, sur des orbites également hyperboliques, le premier a été découvert en 2017 au Hawaï, dans les îles Hawaï, et il s'appelle Oumuamua, ce qui veut dire le messager en langue hawaïenne. Le deuxième a été découvert pas très loin de chez nous, en Ukraine, par un astronome amateur. Et c'est la comète Borisov, de I. Borisov. Et enfin, voilà, nous avons, cette comète Borisov a été découverte en 2019. Et voilà, nous avons en 2025 un troisième objet interstellaire qui est la comète Atlas. Pourquoi cette comète est, disons, atypique, ou si vous voulez, pourquoi on parle du fait que c'est un peu particulier Oui. en parlant de cette comète? Oui, à quel point ce type de trajectoire est rare. Mhm. Je veux commencer également par un préambule. Vous savez que nous avons le Soleil et également les planètes qui font la révolution autour du Soleil, mais quasiment dans le même plan. Ça s'appelle le plan écliptique. Et cette comète, 3I Atlas, elle vient et rentre dans le système solaire justement dans le plan de tous les planètes, dans le plan écliptique. Et ça pourrait être quelque chose d'assez atypique, parce que nous avons toute la voûte céleste et cette comète 3I, Atlas, a le chic de passer dans le même plan. Ah. Peut-être que c'est ça ce qui fait que ça soit atypique. Est-ce qu'il y a eu des cas comparables dans le passé? Les cas comparables, il vaut mieux plutôt parler de nos préjugés en tant qu'être humain.
Alors, Parce commençons que, par là. parce que en fait, l'idée d'avoir ou d'être visité par des objets qui ne sont pas formés, issus de la formation du système solaire, cette idée perdure. Elle est là depuis longtemps. On avait besoin de vérité. Et en fait, ces vérités, euh, pour changer un peu notre idée regardant les objets du système solaire, cette vérité est difficilement installable tant qu'on a des pour et des contraires. Et donc, ici, je veux faire un parallèle. Nous avons, par exemple, un réseau des caméras all sky, des caméras qui scrutent le ciel tout le temps à la recherche de la matière planétaire qui interagit avec l'atmosphère terrestre. Donc, dans le système solaire, il y a plein de matières. Il y a les astéroïdes, il y a les planètes, il y a les satellites. Il y a également des objets qui sont plus petits, de l'ordre des mètres, voire des centimètres, qui s'appellent des météoroïdes. Et donc, ces objets petits, ils peuvent rentrer dans l'atmosphère terrestre le moment où le champ gravitationnel de la Terre peuvent les capter, Les attire. Oui. les attirer. Et donc, c'est ce qu'on voit la nuit, Les étoiles les filantes. étoiles filantes. Les Oui. étoiles filantes, c'est exact. Nous observons avec ce réseau de caméras, donc le réseau a commencé en France, elle s'appelle Fripon. Nous avons également une partie du réseau Fripon en Roumanie qui s'appelle Moroi. Et donc, Moroi. Moroi, oui, c'est comme les Ghost. comme les ghosts, Oui. comme les, Les oui, fripons. oui, Les voilà, fripouilles. voilà, voilà. Et donc, du coup, quand nous regardons les étoiles filantes, on essaie de déterminer d'où vient, quelle est leur origine, quelle est leur vitesse à l'entrée dans l'atmosphère et quelle est leur orbite. Et finalement, dans le passé, on avait des chercheurs, des scientifiques qui disaient, ben, nous avons des météoroïdes dont les orbites sont hyperboliques. Il y a un effet de seuil parce qu'on observe sur une période très courte et donc les mesures qu'on fait ont des grandes barres d'erreur. Donc, du coup, c'est difficile à dire sur des petits objets, sur des trajectoires très courtes, si cette hypothèse ou si ces résultats sont valables ou pas. Parce qu'avec une barre d'erreur, on peut passer d'une orbite hyperbolique à une orbite elliptique. Avec une barre d'erreur importante, on peut passer de type d'orbite, donc du coup, des types d'orbite hyperbolique à un type d'orbite elliptique. Donc, du coup, l'objet peut également être du système solaire, issu du système solaire, mais également venu d'ailleurs. De notre système. Donc, du coup, on avait l'idée que, voilà, de par les études des météoroïdes, on pourrait parler de matière interplanétaire, interstellaire. Jusqu'au moment de Oumuamua, donc Le messager. le messager, nous avons en fait juste l'hypothèse et des débats. Oumuamua a fait que un objet grand, de l'ordre de quelques centaines de mètres en diamètre, et on met les pincettes sur les centaines de mètres en diamètre parce qu'Oumuamua a été un objet très allongé et sans développer de coma. C'est-à-dire sans développer un queue de gaz et des poussières. Et donc, du coup, on s'était dit, ben voilà, on a maintenant une preuve que de temps en temps, dans le système solaire interne, parce que le système solaire est assez espacé, donc jusqu'à 2 années-lumière, on considère le bord du système solaire. On peut considérer donc qu'on a une preuve
que le système solaire interne, les planètes telluriques qui sont proches du Soleil, sont visitées par des messagers interstellaires. Est-il possible que d'autres systèmes solaires gérés par d'autres lois physiques que notre système solaire? C'est une question qui a une réponse sans Réponse, en fait, sans c'est que des appel, sans spéculations là-dessus, appel. oui. Oui, oui. Donc, nous avons une physique, nous connaissons une physique qui est valable pour tout l'univers. On ne peut pas s'imaginer que notre univers soit d'une manière ou d'une autre, et l'univers obéit à des lois complètement différentes. Parce que nous regardons un peu l'évolution des sciences, de la physique, et on voit en fait que la théorie de la relativité généralisée proposée par Einstein contient tout ce qui était physique newtonienne, physique à la portée de nos sens. Donc, si jamais il y a des lois physiques qui doivent être découvertes, forcément, les lois physiques qui gèrent actuellement nos connaissances, elles vont être englobées dans cette nouvelle physique. Docteur Berlan, lorsqu'un phénomène céleste inhabituel est observé, à votre avis, pourquoi voit-on si rapidement apparaître des interprétations non scientifiques? Qu'est-ce qui génère cette réaction? Est-ce un problème de communication ou à votre avis? Nous avons des expériences dans l'histoire du monde, là où on ne sait pas expliquer, notre esprit, notre imagination prend place. Expliquez-moi, par exemple, pourquoi actuellement il y a tant de personnes qui sont adeptes d'une pseudo-théorie qui s'appelle la Terre plate. Parce que nous avons déjà beaucoup d'explications pourquoi la Terre est ronde. Donc on l'a vu depuis l'espace, on sait bien, pseudo-théorie n'a pas de sens. Et pourtant, les êtres humains continuent à croire, parce que nous sommes liés à nos sens, parce que je n'en sais rien, parce qu'on on a du mal à se projeter dans tout ce qui est actuellement la connaissance humaine. On a l'impression qu'on s'approche, mais je ne veux pas jeter la pierre, on s'approche un peu d'une ère de Moyen-Âge, moyenâgeux. Je ne sais pas grand-chose. Certes, c'est que si vous écoutez un astronome qui va vous parler avec des arguments scientifiques, et si vous écoutez quelqu'un qui va vous expliquer l'horoscope, je ne sais pas, peut-être que l'être humain est beaucoup plus intéressé de regarder l'horoscope et d'écouter la personne en question, parce qu'elle est plus charismatique, parce que c'est plus proche et moins abstrait de ce qui se Ça leur passe. parle mieux. Ça leur parle mieux. Selon leur entendement, selon C'est leur exact. compétence Oui. de compréhension. Dans ce cas-là, ben, c'est un cas idéal pour parler du fait que nous sommes visités par des messagers qui viennent d'ailleurs. Ce sont des objets, pour l'instant, il n'y a nulle part des arguments qui peuvent dire que ce sont des objets issus ou construits par d'autres civilisations d'ailleurs. Donc, une comète développe un coma. Le coma cache un peu le noyau. La comète Borisov a été beaucoup plus parlante, donc elle a dégazé beaucoup plus, on dit. Elle a eu une C'est-à-dire, chevelure, elle a une eu une coma queue plus plus visible. importante. Oui. La comète
3I Atlas, on voit en fait qu'elle a développé la chevelure, il y a une queue. On a détecté également un queue ionisé, comme dans les comètes qui sont issues du système solaire. Donc du coup, nous sommes proches des objets qui sont d'origine naturelle, donc issus, construits par la gravitation, Ouais, par la nature. ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'on manque actuellement de données Ouais. pour des objets interstellaires. On a 3 objets, on ne peut pas faire une statistique avec les 3 objets. Évidemment. Oui. Voilà. Donc, pourquoi? Peut-être que c'est le charisme de l'astronome qui ne sait pas répondre à des questions simples avec des mots simples. Parfois, c'est parce que, en fait, notre interlocuteur n'a pas trop envie d'écouter des arguments scientifiques. Tout Il à veut fait. rester dans son histoire, dans son fairy tale, dans son histoire d'enfance. J'ai du Possible. mal. Mais pourtant, la comète 2I était Borisov, appelée, non, pardon, 1I, un AI, au moins, on l'appelait le messager. oui, c'est parce que le messager, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire un messager scientifique aussi. Allons-y. Oui, donc imaginez-vous que 2017, on s'était retrouvé éberlué par un objet qui avait une orbite extrêmement particulière. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'était pour la Ben, première fois. c'était pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Au moins, le messager a donné suite à des idées pour aller observer d'autres objets éventuels qui vont passer, qui vont traverser notre système solaire. Donc en 2017, par exemple, euh, moi, a commencé à poser des questions aux scientifiques. Comment on peut étudier un objet qui passe si vite dans le système solaire? Et donc, il y a une idée qui a été concrétisée en 2019 et qui a donné suite à une future mission spatiale qui s'appelle Comet Interceptor. L'Agence spatiale européenne a développé, suite à cette découverte, un nouveau concept de mission spatiale. Une mission spatiale qui s'appelle, ou un projet de mission spatiale qui s'appelle FAST, Oui, c'est-à-dire rapide. oui. Une mission spatiale autour de 150 millions d'euros qui va se développer sur la base des instrumentations qui sont déjà construites et donc qui a un savoir instrumental. Et fast parce elle va devoir réagir très rapidement, autrement, ça sera trop tard. C'est exact. Et donc, du coup, entre le moment où le concept a été créé et le moment de la première mission, il y a juste 8 à 10 ans. Une mission spatiale, normalement, pour scientifique, normalement, a une durée de création de 25-30 ans. Donc c'est fast parce que ça se développe très rapidement. Et en quoi ça consiste, cette Comet Interceptor? C'est un projet assez intéressant et par exemple, on est un peu triste que 3I Atlas est passé en 2025 et pas après 2029. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'en 2029, l'Agence spatiale européenne va mettre en orbite identique, donc sur l'orbite de la Terre, dans un point de stabilité qui s'appelle point Lagrange, L2, une mission spatiale qui va rester là-bas et qui va guetter tout objet qui rentre dans le système solaire et qui est d'origine interplanétaire, interstellaire. 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 Et en fait, l'idée est tellement intéressante que, en fait, à ce projet, l'agence spatiale japonaise a adhéré. Donc, du coup, la mission a évolué.
Actuellement, il y a un lanceur, donc il y a une sonde spatiale, la sonde mère, mais il y a deux modules, en fait, un module européen et un module japonais, qui vont aller étudier l'objet en question. Si l'objet arrive, leur cible va être d'aller là-bas, le guetter, l'étudier. L'étudier Et ensemble, l'étudier, oui. oui, oui. Et mettre en commun les données. C'est exact, Oui, c'est oui. exact. Ben, la communauté scientifique, il n'y a, la science, l'astronomie par excellence est une science où on partage les données. Oui. C'est une science où euh, les connaissances se développent d'une manière incrémentale. Et c'est la première des sciences où on a développé ce qu'on appelle les réseaux de chercheurs. Hmm. Oui, et donc ça me fait plaisir parce que c'est mon dada de parler des astéroïdes. La première réseau a été développé pour découvrir la planète manquante entre Mars et Jupiter. Les gens, les scientifiques pensaient que là-bas, il doit y être une planète. Et effectivement, ils ont découvert en 1801, Giuseppe Piazzi, il y a plus de deux siècles de là, ils ont découvert euh, le premier astéroïde, Cérès, entre Mars et Jupiter. Et donc, ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils s'attendaient à une grosse planète, mais en fait, C'était ils ont juste un trouvé une astéroïde. toute petite. Et donc, du coup, ils ont découvert par la suite 1 million, 2 millions d'objets qui sont entre Mars et Jupiter. Donc, quelque chose qui a empêché de créer cette planète dont l'hypothèse, je ne rentre pas dans les détails, il y a une loi qui s'appelle Titius-Bode qui hypothétisait faisait l'hypothèse d'une planète entre Mars et Jupiter. Mais théoriquement, Théoriquement, sans voilà, l'approuver. voilà, tout à fait. D'accord. Donc, premier réseau des scientifiques, c'est un réseau des, euh, des gens passionnés de l'astronomie. Parlons de ça. Parlons, et revenons un petit peu aux objets interstellaires. Donc, le premier objet interstellaire est découvert en 2017. Le deuxième en 19. 2019. Et puis le troisième, le voici en 2025. Donc à des intervalles assez proches et sur un espace assez petit de temps, on découvre trois objets interstellaires. Est-ce que cela signifie qu'on a loupé les objets précédents ou que, voilà, il y a juste une activité plus spéciale en ce moment où des objets interstellaires envahissent notre système solaire? Plutôt la première hypothèse, cher monsieur. Mhm. Plutôt la première hypothèse, c'est facile d'expliquer. La technique, la technologie a Technologie. avancé. Oui. Nous avons actuellement, par exemple, un très très gros instrument, LSST, Vera Rubin, qui est installé au Chili, qui travaille depuis peu de temps, depuis 2025, et qui va scruter le ciel, tout le ciel qui lui est disponible, en 3 jours. Donc, il a un miroir énorme, il va capter les photons, il va pouvoir observer tout ce que nous avons découvert par chance ou pour le fait qu'on on était passionné de regarder tel ou tel endroit du ciel. Donc, c'est plutôt le fait que nous n'avons pas eu des projets spécifiques pour scruter le ciel à la découverte des objets qui bougent dans le ciel. On a une idée de, de ce que ça veut dire un surveil pour les objets qui bougent dans le ciel, notamment celles qui sont dans le système solaire, les astéroïdes, les comètes, mais également parmi les objets qui bougent, les objets transneptuniens, au-delà de Neptune, Mhm. mais pour des objets comme les objets interstellaires, ils peuvent être parmi les objets qui vont être de nouvelles découvertes. Donc, on attend par exemple que Vera Rubin observe entre 3 et 5 objets interstellaires annuellement, Par an. par an, oui. Waouh. Mhm.
Ça, c'est hypothétique. Donc, Ouais. on Non, mais doit, on doit voir. cela explique parfaitement, en fait, c'est que ce n'est que la technologie et ce n'est pas le manque enfin, le manque d'activité. Ah non, C'est-à-dire non, que des objets certainement. interstellaires, il y en a beaucoup, mais ça fait que récemment qu'on est capable, en fait, de les intercepter, de les observer. C'est ça? C'est exact. Nous observons la comète depuis la Terre. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On prend des images, on prend des spectres et ainsi de suite. Si on prend les images, on va commencer à les traiter. Si on prend des spectres, on va commencer à les traiter. Euh, le traitement des images est très important, mais en même temps, il faut être très, très attentif parce que nous avons un instrument qui nous donne, fait l'acquisition des images, mais cet instrument-là est également noyé par le bruit des sons électroniques, de tout ce qui est technologie. Je commence à traiter, j'obtiens une image. Si je change les paramètres de traitement, je commence à voir des choses qui peuvent ne pas être réelles. Nous appelons ça des artefacts. C'est parce que, en fait, on veut avoir beaucoup plus que ce que Vous avez effectivement. que ce qu'on peut avoir Ouais, effectivement. ouais, Donc, ouais. du coup, on crée quelque chose qui n'est pas réel. Donc, il faut avoir vraiment, vraiment du recul au moment où nous parlons de traitement d'images, d'analyse des images et des conclusions. Donc, en tant que scientifique, je suis méfiant et je suis très attentif à tout ce qui dépasse un peu les limites vers la spéculation. Parfait. Bah, écoutez, reparlons un petit peu des signaux ou des données qui ont été présentés publiquement comme mystérieux. Revenons à 3i Atlas. Comment les scientifiques, comment le scientifique que vous êtes, interprète ce type de données sans projeter des conclusions hâtives? Ce qu'on sait actuellement sur la comète 3 Atlas, c'est très très peu. Mais par contre, c'est un objet qui nous intrigue. C'est un objet céleste qui nous intrigue. Nous savons par exemple que cette comète développe un coma autour d'elle. Vous vous imaginez que nous sommes empêchés par toute cette atmosphère autour de la comète, soi-disant atmosphère, euh, de voir quel est le noyau. Donc actuellement, on pense que le noyau peut être si bien de 300 mètres en diamètre que de 100 kilomètres en diamètre. On ne sait pas. On ne le sait pas. À cause de la gaz À cause qui du est gaz, autour. à cause du gaz, oui, Oui. tout à fait, qui est autour. On considère grosso modo qu'elle doit être autour le diamètre doit être autour de 1 km de ces comètes. Mais on n'est pas sûr. Il y a une barre d'erreur énorme. Ensuite, si on regarde la population des comètes qu'on connaît et qu'on a étudiées, on voit que chaque comète a son type d'exprimation, à sa manière d'être composée par des éléments chimiques. Vous prenez la comète Hale-Bopp, vous prenez la comète Halley, donc elles n'ont pas les mêmes concentrations de substances. Et ces substances-là, on le voit au moment où elles dégazent. Les substances vont sublimer et vont se transformer en vapeur. Et les vapeurs vont commencer à parler. Donc, il y a des spectres de chaque composante et on l'identifie. Cette comète-là, à son tour, 3i Atlas, est également particulière parce que on voit que l'eau, les vapeurs d'eau, ne parlent pas trop. Donc, c'est-à-dire elle est peu, Il y a peu d'eau. Il y a peu il y a d'eau. peu, il y a peu d'eau. Ouais. Elle est plutôt sèche. Ensuite, on voit
que l'oxyde de carbone parle beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une concentration importante de vapeur d'oxyde de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, oxyde de carbone sublimé? Ça veut dire que la glace d'oxyde de carbone s'était formée dans des endroits très très froids. Donc, si l'objet a été formé, il a été formé forcément autour d'une autre étoile, mais dans des régions à la frontière, très très loin, très éloignées de l'étoile qui a permis De toute source de d'accréter. chaleur, on va Voilà, dire. Là, voilà, oui. tout à fait, tout à fait. Du soleil respectif. Voilà. Oui. Ce sont des éléments qui nous permettent en fait de caractériser d'un point de vue scientifique. Si je vous parle d'oxyde de carbone pour vous, pour chaque personne, sur Terre, on dit que c'est un élément chimique qui nous étouffe. Si vous avez d'oxyde de carbone dans une chambre, donc vous risquez de dépérir. Pas bon. Voilà, c'est pas bon. Mais par contre, pour les scientifiques, ça c'est un résultat, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Je fais juste une mention pour nos spectateurs. Vous êtes un spécialiste de la spectroscopie. Et c'est pour ça que vous êtes aussi à l'aise de parler de l'identification des gaz par le spectre. C'est exact. Et en fait, on a très, très peu de moyens pour identifier autrement les gaz à une telle distance. On peut observer donc les spectres dans l'infrarouge, dans le visible, dans le radio. Ça dépend où les molécules en question parlent. Ça nous parle. Donc, par exemple, comment on connaît où sont les nuages, des nuages moléculaires, des hydrogènes moléculaires? C'est parce qu'on observe dans les radios et donc on voit en fait qu'il y a une longueur d'onde bien spécifique qui va nous parler. L'univers, parfois, il est très, très timide. Il nous parle, mais il nous parle quand il veut et comment il veut. Mais par contre, nous sommes là également, en tant que scientifiques, pour développer nos sens par le biais des instrumentations. Vous savez, par exemple, quel est l'instrument que l'humanité, l'instrument le plus, ou l'ensemble le plus complexe que l'humanité ait pu construire? Dites-moi. Je vous laisse au moins un choix. Devinez. Devinez. Non, allez, c'est à vous. C'est la Station spatiale internationale, Ok, la ISS, oui. ISS. Et vous savez pourquoi? Dites-moi plus. Ben, bien sûr, parce que vous avez là-bas tout ce qu'il faut apporter depuis la Terre dans le vide Il n'y a pas d'atmosphère, oui. pour pouvoir survivre. D'accord. Donc l'être humain est un être qui a besoin de beaucoup de complexité pour y vivre. Et donc du coup, vous savez que là-bas, là-haut, vous avez en fait une paroi de quelques dizaines de centimètres qui vous sépare en tant qu'astronaute de tout et de vide. Donc c'est incroyable. Vous devrez avoir tout qui est suffisant ou autosuffisant sur cette construction humaine. C'est fantastique. Donc moi, Petite construction finalement, oui, par rapport. c'est un terrain de foot quand même. Quand même, mais je veux dire Ouais. par rapport Oui. à Mhm. l'univers et par Mhm. rapport Oui, tout à fait, à tout à fait. son. Mais on n'a pas, moi par exemple, je n'ai pas l'ego de dire, ben, je peux construire l'univers. Donc notre univers, donc c'est un petit univers effectivement, mais l'être humain, il vit là-bas. Et c'est incroyable. Moi, par exemple, je serais triste, mais archi triste, le moment où ils vont décommissionner la station spatiale orbitale sans rien y mettre. Sans la remplacer avec Sans la quelque chose, oui. remplacer. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est extraordinaire. C'est un projet sur lequel il y a
tant de pays qui ont contribué, il y a tant de scientifiques qui travaillent, il y a tant d'ingénieurs, il y a un effort qui est systématique. Et on voit que ça a été créé pour un certain moment, pour un certain temps. Et en fait, la durée de vie a dépassé largement ce qui était prévu au début. Et il faut le rappeler aussi que c'est une installation qui, depuis plus de 20 ans, plus de 27 ans, n'a jamais fait faille. Il n'y a jamais eu de problème majeur, pour ainsi dire. Ce qui veut dire que la technologie utilisée et tous les ressources et l'énergie investies ont bien payé. C'est exact, oui, Oui. oui. Et ça, c'est grâce à l'esprit humain. Ça, c'est grâce à notre intelligence, à notre Mhm. savoir-faire. Et c'est incroyable, hein. Magnifique. On va passer à un petit sujet qui nous intéresse tous en ce moment. Euh, Au moment où nous enregistrons cet épisode, la mission Artemis 2 a récemment marqué une nouvelle étape du retour humain vers la Lune. Comment voyez-vous, en tant qu'astronome, cette dynamique entre exploration humaine et recherche scientifique? Euh, la recherche scientifique, la recherche fondamentale, clairement, elle ne peut pas exister que s'il y a euh, une volonté sociétale, au niveau des politiques, au niveau des industries, au niveau de tout ce qui peut euh, faire avancer la science fondamentale. Euh, Nous sommes dans une période de paradoxe où, au lieu de voir euh, nos, nos compétences euh, accrues et aller vers découvrir d'autres mondes, de ne recroqueviller, de ne rétrécir les budgets pour la recherche. Et euh, ça, c'est extrêmement, extrêmement pénalisant pour toute la société. Pas seulement pour la société en Roumanie, mais pour la société en Europe, pour la société tout court. Donc, on voit en fait qu'il y a des pays qui ont compris qu'il y a des enjeux et il y a des budgets qui ne peuvent pas être compressibles, incompressibles, pour pouvoir avancer. Il y a une décennie environ, euh, le président des États-Unis avait dit nous allons vers la planète Mars, nous allons coloniser la planète Mars. Si on ne met pas les budgets pour faire des avancements, c'est difficile d'aller vers la planète Mars. Et de toute manière, les scientifiques ne savent pas répondre à toutes les questions d'aller jusqu'à la planète Mars. N'oubliez pas que le milieu en dehors de la Terre est un milieu très hostile pour nous, les êtres humains. On peut s'imaginer, par exemple, qu'on embarque pour aller vers la planète Mars, et parce qu'il y a des rayonnements cosmiques, parce qu'il y a le vent solaire, parce qu'on ne sait pas comment protéger tous les voyageurs jusqu'au là-bas, ils peuvent arriver là-bas au bout de 6 mois, 9 mois, mais tous sont décédés à cause de la radiation qui ont reçu pendant tout le voyage, à cause du rayonnement C'est qu'ils ont reçu pendant le voyage. c'est intéressant que vous dites ça parce que effectivement, on ne se rend pas compte que lorsqu'on on part pour une mission aussi longue, par exemple pour la planète Mars, ce qu'on ne comprend pas, c'est que si jamais on nous arrive quelque chose en tant qu'équipage, on ne peut pas dire je fais demi-tour et je rentre. La fusée est partie pour obéir à une trajectoire et il n'y a que après, si Dieu veut, alors, qu'on peut revoir. Donc, même si
on va dire, on part pour 2 ans, aller-retour Terre-Mars, et si au bout de 3 mois, on a un peu de mal à la tête, ou ça nous, on ne peut pas dire, moi j'arrête, je rentre. L'aspirine ne marche pas. Non, non. Non, non, on ne résout pas le mot de tête avec l'aspirine cette fois-ci. Pour revenir à votre question, Artemis, euh, effectivement, c'est un projet ambitieux d'aller sur Mars. Mais avant d'aller sur Mars, il faut réapprendre d'aller sur des objets qui sont beaucoup plus proches. Et l'objet le plus proche, l'objet céleste le plus proche, c'est la Lune. En l'occurrence, la Lune, oui, oui. Bon, N'oubliez pas que pendant des années, à peu près une demi-décennie, nous avons oublié comment aller sur la Lune. Les personnes qui ont fait les trajets, les trajectoires, qui ont calculé tout ça, ne sont plus là peut-être. Donc, euh, nous connaissons encore quelqu'un qui a envie et qui a marché sur la Lune. oui. Mais les autres Buzz de Aldrin, son équipage, oui, Buzz Aldrin, ouais. les autres, ils Ils sont sont plus là. déjà, ils ont déjà passé depuis longtemps l'arme à gauche. Donc, du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que l'idée soit présente et que l'objectif Lune soit toujours très en ligne de mire des politiques et des scientifiques, et des ingénieurs également, et des industries également. Aller sur la Lune, actuellement, ça devient un défi. Ben, on va sur la Lune, mais avec des missions robotiques, par exemple. Et ce n'est pas juste un seul acteur, mais plusieurs acteurs. Je ne veux pas parler de la politique de la conquête de la Lune, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que euh, Artemis n'est pas un projet de la NASA seulement. Il y a des pays qui sont signataires, et parmi les dizaines de pays signataires du projet Artemis, de la collaboration, il y a également la Roumanie. Plus que ça, la deuxième phase Artemis 2 dont vous parlez, qu'elle est actuellement en cours de lancement, contient quelque chose qui est issu de l'Europe. C'est le module Orion, Mhm. qui a été en fait le module conçu par l'Agence spatiale européenne. Et ça, oui. Donc, on a déjà un exemple de collaboration spatiale. Qu'est-ce que c'est également, ce qui est également intéressant, c'est le fait que c'est pour la première fois que les astronautes, l'équipage, est mixte. Oui. Donc, Voilà. c'est Ils ne pour vont pas, la première fois aller. qu'on a une femme, la Voilà. première fois Oui. qu'on a un homme de couleur. Mhm. Et en fait, ils ne vont pas aller sur la Lune. Ils vont juste Allez, autour. aller autour de la Lune. Ils vont faire un tour de la Lune, et ils vont y revenir. Parce que, n'oublions pas, même en termes de lanceurs, Saturne V, c'était une technologie ancienne. Donc nous avons d'autres technologies actuelles. Saturne V, c'est celle qui a lancé les astronautes vers la Lune. Voilà. Et en fait, les lanceurs ont évolué également, et on a l'occasion de tester si on est capable ou si on sait faire mieux. Certainement, on sait faire mieux, et à quel point c'est sûr un tel trajet. Pour moi, les astronautes qui vont aller vers la Lune, ce sont des pionniers, ce sont des personnes avec des braves, avec un très très fort courage. Des pionniers parce que, en fait, la technologie qu'ils emportent, c'est une technologie complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a utilisé lorsque la première expédition lunaire a eu lieu. C'est exact, Oui. c'est exact. Et je comprends qu'il est important d'imaginer ça comme un tout. Donc, on parle d'Artemis 2 maintenant.
ils vont juste autour de la Lune, mais ça parce qu'on a besoin de ces données pour pouvoir articuler Artemis 3 qui s'ensuit et qui va permettre aux humains de se poser effectivement sur la Lune. C'est Donc exact. c'est tout un travail de fourmi, un travail pour amasser toutes ces données et les mettre ensemble de manière cohérente pour assurer la sûreté de l'équipage et la pureté des informations, je dirais. Vous avez passé 20 ans, plus de 20 ans à l'Observatoire de Paris. Est-ce que cela vous est arrivé, une situation pareille où vous êtes emballé sur une découverte ou vous, un collègue? Ah bah, toujours, toujours. Et en fait, la vie scientifique est basée sur des polémiques, finalement. Parce que un scientifique est également quelqu'un de brillant, mais il est quelqu'un de têtu également. Donc, du coup, vous avez une position, vous avez une autre position. Ben, la dispute scientifique ne fait qu'aller vers le progrès. On ne peut pas cacher sous le tapis des choses parce que tôt ou tard, elles vont nous exploser dans la figure. Donc voilà. Mais effectivement, j'ai travaillé sur un objet dont il me semble que je vous ai parlé, 21 Lutetia. Et on avait toujours des polémiques liées à la composition de l'objet. Est-ce que ce sont des instatites chondritiques? Est-ce que ce sont des chondrites de type CV, de type Vigarano? euh, des mots barbares. Et est-ce que l'objet contient de l'eau ou est-ce qu'il ne contient pas d'eau? Donc, est-ce qu'il y a des argiles sur la surface? L'objet a été survolé par une mission spatiale. Donc, tout ça a développé des polémiques, mais également des choses constructives. Donc, notre but était d'aller vers l'avant et de mieux caractériser cet objet-là, cet astéroïde-là. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui me parlent et effectivement, nous avons besoin d'avoir des arguments et de savoir soutenir nos argumentaires. Donc, ça fait partie de la vie d'un scientifique, oui. L'avenir, qu'est-ce qui sera le plus important pour améliorer la compréhension du public face aux phénomènes astronomiques inhabituels? Donc, comment voyez-vous euh, la préparation pour l'avenir? Ben, les phénomènes astronomiques, l'astronomie et la voûte céleste, l'astronome en fait étudie la voûte céleste, mais également il faut savoir que nous avons une seule méthode de travail scientifique, c'est l'observation. On ne peut pas, nous ne pouvons pas euh, provoquer les phénomènes euh, sur la voûte céleste. Nous sommes là et nous témoignons des phénomènes et des procès physiques qui se passent dans l'univers. Euh, Par exemple, pour la comète 3I Atlas, ce qu'on peut faire, c'est euh, sensibiliser sur un phénomène qu'on ne pouvait pas prévoir. Et la plupart des découvertes sur la voûte céleste, rarement on les a d'abord étudiées théoriquement et ensuite on les a prouvées de par l'observation. Euh, je, je vais dans l'histoire de l'astronomie et on voit en fait que nous avons découvert par les calculs la planète Neptune et par la suite, on l'a effectivement observée. Nous avons également ces types de situations, on les a rarement. L'idée des trous noirs, l'idée des gamma ray bursts sont des idées révolutionnaires. L'idée de pas beaucoup des exemples dans l'histoire. Donc nous sommes là pour les observer.
Dans le cas de 3I Atlas, dans le cas de la comète 3I Atlas, nous, les scientifiques, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser la communauté et également les facteurs de décision, les politiques, sur une thématique qui est particulière, qui est nouvelle. Et pour cela, par exemple, au sein de l'Organisation des Nations Unies, il y a un comité d'utilisation COPIUOS, l'utilisation de l'espace, dans lequel il y a un groupe de travail qui s'appelle International Asteroid Warning Network. Et parce que l'objet est tellement intéressant, les scientifiques se sont organisés autour de cette groupe de travail et il y a une campagne d'observation de la comète 3I Atlas après le passage proche qu'il a eu. Et ces groupes de travail prend des images d'astrométrie, des images où on mesure la position de la comète pendant le mois de décembre 2025, pendant le mois de janvier et février 2026, pour mieux caractériser l'orbite de cette comète. Ce qui est important, c'est qu'on fait non seulement un travail de recherche, mais on fait également un travail de diffusion de l'information au mieux possible et aux facteurs de décision au niveau mondial. De relations publiques. Docteur Berlan, merci de nous avoir rappelé que la science avance rarement par révélation spectaculaire, mais par, comme vous le dites, accumulation patiente de connaissances. Dans un univers vaste et souvent mal compris, cette rigueur, je dirais, est plus précieuse que jamais. Merci de nous avoir suivis sur Highway to Space. Restez curieux par rapport à l'espace et keep looking up. L'espace ici d'un profil. Bienvenue sur la route qui fait les étoiles sourire. Attache-toi bien, on allume le feu, on décolle ensemble vers un monde merveilleux. De la terre en bas au ciel éclatant. Highway to space, on rêve sans volant. Rêveur astronaute, on file dans la nuit, cherchant l'univers et tout ce qui s'ensuit. La passion nous guide, plus loin que jamais. Viens vivre l'aventure, viens goûter les faits. Highway to space, viens changer de scène. Laisse parler ton rêve, oublie un peu la peine. Le futur se lève au cœur de la nuit. Highway to space, laisse ton âme en vie. Chaque pas de casse porte des voies de lumière. La science, l'art brisant toutes les frontières. De Mars au rocher qui flotte là-haut. On suit le mystère, on garde le tempo. Chercheurs, artistes, esprits inspirés, on rêve. Demain, on veut tout créer. À chaque épisode, un horizon s'ouvre. On avance ensemble, rien ne nous court. Highway to space, viens changer de scène. Laisse parler ton rêve, oublie un peu la peine. Le futur se lève au cœur de la nuit. Highway to space, laisse ton âme en vie. Les galaxies chantent, il suffit d'écouter. L'avenir étincelle, prêt à t'emporter. On touche les étoiles, on va plus haut encore. Rejoins la folie qui fait battre nos cœurs. L'exploration appelle, c'est l'heure de vibrer.
rien ne peut t'arrêter. Highway to space, viens changer de scène, laisse parler ton rêve, oublie un peu la peine, le futur se lève.